L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hader. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, mon invité, Boutsi. Bonjour Boutsi. Bonjour Eric, merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est un plaisir partagé, Boutsi. Donc, je te connais, moi, en tant que conférencier, mais tu as beaucoup d'autres activités. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, à la base, en fait, je me suis lancé dans la magie. Donc, j'étais magicien pendant 10 ans, à peu près. Alors, au début, je faisais des études d'économie, donc mes parents sont un peu tombés des nues quand je leur ai dit en fait, je vais arrêter mes études d'économie et je vais devenir magicien professionnel. Qui est d'ailleurs une petite histoire que je raconte dans mes conférences parce qu'elle est toujours drôle. Et du coup, j'ai travaillé en tant que magicien. Je faisais du close-up principalement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le close-up, c'est de la magie de près, donc avec les cartes, les pièces. Je pense que vous en avez sûrement déjà vu Tu es à au la bord d'une télé ou en table, en vrai. fait, c'est ça? Tu es au bord d'une table et tu as des gens Ouais. qui sont là et toi, tu fais un tour de magie juste devant eux, quoi. Voilà, donc en fait, il y a deux formes. Soit tu as une table et tu fais un petit spectacle. Donc en général, il y a 30 personnes maximum, sinon après, ils commencent à plus rien voir. Voir une pièce à quelques mètres, déjà, ça commence à être dur. Soit tu passes de groupe en groupe. Et du coup, en tant que métier, c'est très facile d'engager un magicien parce que tu t'engages un mec, tu le lances dans une foule de 200 personnes et il passe de groupe en groupe, par groupe de 3, 4, 5 personnes et il va amuser les gens debout, quoi. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir une table. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant en fait, des années. Et j'adorais ça, c'était ma passion. Mais au fur et à mesure, je ressentais un besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc, je me suis intéressé à la créativité. Et à d'autres arts, d'autres disciplines. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre à côté. Et après, moi, quand je mets mon esprit dans quelque chose, j'arrive plus à m'arrêter. Donc, j'ai été, entre guillemets, jusqu'au bout. Ça veut rien dire, mais j'ai été le plus loin possible. Et je commençais à travailler aussi en tant qu'acteur à côté de mes activités de magicien. Et je faisais aussi d'autres choses, des trucs de clown, des stages de clown. Je m'intéressais à d'autres arts, à d'autres façons d'approcher ce que je faisais, le théâtre. J'ai écrit, j'ai dirigé quelques vidéos pour des entrepreneurs, etc. Et le fil rouge qu'il y avait entre tout ça, c'était vraiment la créativité. Et en fait, là, j'ai commencé à créer des illusions pour moi-même. Et j'écrivais dans des magazines pour des magiciens. Et D'accord. donc, petit à petit, voilà, je te donne l'overview, un petit peu la vue globale. Petit à petit, je me suis dirigé vers la créativité. Je suis un peu sorti de ce monde artistique. Et les entreprises avec lesquelles je travaillais déjà en tant que magicien ont commencé à faire appel à moi pour parler de ça, pour que je puisse parler de qu'est-ce qu'il y a derrière un tour de magie, comment ça marche, la magie, dans les coulisses, etc. C'est comme ça que j'ai fait mes premières conférences. Et petit à petit, je me suis un petit peu lassé du métier de magicien. Tu sais, quand tu passes de groupe en groupe dans des cocktails, tu fais ça pendant des années. Au bout d'un Pendant moment, des tu années, dis, ouais. bon, ça va. Ça suffit, j'ai fait le tour. Voilà. Et donc, je me suis mis dans la conférence et les ateliers, les masterclass de créativité à 100% pour les entreprises. Donc, Voilà. c'est comment, par exemple, développer la créativité au sein d'une équipe, au sein de ton équipe, par rapport à un projet, par rapport Ouais, à tout ça, c'est ça? exactement. En fait, dans la créativité, il y a des principes universels, d'accord? Et qui marchent dans tous les domaines. Donc après, il y a évidemment des spécificités, quand tu es artiste, quand tu es magicien, quand tu es en entreprise, quand tu es PDG, évidemment, il y a plein de spécificités, mais les grands principes, ils restent les mêmes et moi, c'est sur ces grands principes que je m'appuie, que j'ai pas inventé du tout d'ailleurs et je le dis toujours, c'est le truc que j'ai pas créé pour le coup, mais je le mets à ma sauce. C'est-à-dire, je vais en entreprise et je dis: «Voilà les magiciens, comment ils créent des illusions. Voilà les principes qui en ressortent derrière. Voilà comment vous pouvez vous en servir pour être créatif en entreprise.» Et après, je le traduis. C'est-à-dire, voilà, la créativité pour un magicien, ça lui permet de créer des illusions, ça lui permet entre guillemets, tromper les gens, de leur donner cette illusion de l'impossible. Mais en entreprise, ça va être pour d'autres choses. Alors, nous, on imagine toujours, ah oui, créer des nouveaux produits, des nouveaux services.
Oui, c'est vrai, mais en fait, ça, c'est 1% de la créativité, parce que la plupart des choses que la créativité permet, c'est dans les solutions du quotidien. Mmh. Voilà, on est bloqué là-dessus, il faut qu'on crée des solutions. On fait appel à notre façon en fait, trouver des nouvelles solutions, c'est trouver des nouvelles idées, débloquer des situations, trouver un petit truc pour s'adresser à tel collègue et débloquer le froid qu'il y a dans votre communication, et cetera. Donc c'est vraiment ça que je mets en avant et aussi gagner du sens dans ce que l'on fait. Parce que si on fait tout le temps la même chose de manière machinale, c'est là où vraiment ça commence à devenir un boulot un peu, monotone et répétitif et la créativité, elle peut amener du fun un peu dans tout ça et nous faire sortir de nos habitudes en fait, qui peuvent, vite devenir un peu, moroses. C'est aussi ce qu'on peut retrouver chez certains sportifs. De l'extérieur, on voit que le côté fantastique, hein, participer Ouais, à des compétitions, voyager, faire les Jeux olympiques, voire gagner des médailles lors de ces rendez-vous. Et en fait, on se rend compte que s'il n'y a pas cette part de créativité qui renouvelle l'activité, eh bien assez vite, on peut avoir une perte de motivation. ouais Hem, et d'ailleurs je rebondis dessus, ce qui est important je pense dans la créativité, souvent les gens c'est un mot qui leur fait un peu peur, ils disent: «Ah mais moi je suis pas créatif, moi je c'est pas moi» et cetera et je pense que la première étape c'est de personnaliser. C'est-à-dire, on apprend des choses et ensuite on le met à sa sauce, on a son propre style et je pense que chez les sportifs, c'est beaucoup ça qu'on retrouve. Hem, Ils vont pas forcément réinventer le sport, ils vont pas forcément réinventer des techniques génial, de zéro, mais ils vont le mettre à leur sauce, ils vont apporter leur petit truc, leur petit et c'est effectivement ça c'est je pense que c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui doit les faire vibrer. ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu connais le principe du podcast, donc 4 questions, toujours les mêmes à tous mes invités. La Ouais. première, c'est: quel sport, Bootsy, tu aurais aimé faire à haut niveau? Quel sport t'aurait attiré d'être un champion? Alors, ça peut être un sport d'été, un sport d'hiver, un sport olympique ou pas. Je te laisse le choix, mais lequel choisirais-tu? Eh bien, alors, la réponse est évidente pour moi parce que depuis que j'ai 6 ans, je fais du judo et j'ai approché le haut niveau. Je peux pas dire que j'en ai fait à haut niveau, mais j'en faisais quand même en compétition et j'étais un bon judoka. Donc j'ai envie de te dire le judo, Mmh. parce que c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire, c'est quand tu me posais, si tu m'avais posé cette question à 18 ans ou à 19 ans, je te dirais, «Ouais, je suis sur la route pour devenir un champion au judo et tout». Mais tu sais, avec du recul, je pense que j'aimerais pas, en fait, faire du sport à haut niveau parce que je sais le travail que ça représente. Je sais, pour avoir côtoyé ce monde-là, je sais que, voilà, comme tu disais, les voyages, le travail, les sacrifices, c'est énormément de choses et je serais pas du tout, je voudrais pas être en fait un sportif de haut niveau. Donc à la fois, si je devais en choisir un, ça serait le judo parce que c'est mon Ouais. sport de cœur, c'est le sport qui m'a appris énormément de choses dans ma vie, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés dans ce sport-là et voilà, c'était une super école de la vie pour moi. Qu'est-ce que ça t'a Mais appris justement? pardon? Qu'est-ce que ça t'a appris justement, cette pratique du judo, qui te sert aujourd'hui, par exemple, dans ton métier d'entrepreneur, si on peut faire le lien? Alors déjà dans la vie d'une manière générale, hem, le judo il y a plein de valeurs qui tournent autour du judo. Alors, ça a été, occidentalisé parce qu'à la base, les valeurs, d'après ce que j'ai compris, n'ont pas été exprimées comme ça au Japon. Mais les gars, quand ils l'ont apporté en France, ils ont voulu le faire connaître en France. Ils ont sorti, en fait, ils ont extirpé un peu ces principes qu'il y a derrière l'esprit du judo. Et ils l'ont vraiment, mis sous forme de 8 valeurs que j'arriverai pas à t'énumérer, je vais toujours en oublier une. Mais je sais qu'il y a amitié, sincérité, courage et cetera. Mais le grand, le slogan, j'ai envie de dire, du judo, c'est entraide et prospérité mutuelle. Et il y en a plusieurs, hein, parce que le mec qui a inventé ça, Jigoro Kano, qui est un génie, il est parti en fait du jiu-jitsu et d'autres arts martiaux et il a créé ça, cet art martial en fait, qui est pas censé être un art martial, mais vraiment, une école de la vie. Donc il a enlevé toutes les techniques trop dangereuses, genre je te casse un doigt, machin, et pour que ça puisse devenir être une pratique où tu te blesses pas normalement, à moins que tu Mmh. fasses ça, évidemment à haut niveau, on se blesse toujours, dans tous les sports, mais Oui, on va au bout, quoi. Donc voilà. il peut y avoir des blessures, bien sûr.
Mais en tout cas, il a conçu ce sport comme une pratique avec des philosophies de vie. Donc, entraide et prospérité mutuelle, ça, c'est vraiment une école de la vie. Pour moi, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Tu as un nouveau qui arrive au cours, il sait pas faire, tout de suite, tu vas vers lui, tu l'apprends, quoi. C'est pas forcément le boulot du prof. C'est tout le monde s'entraide, et tout le monde essaye de s'élever. Donc, ça veut dire que quand tu as un partenaire au judo, on dit que c'est toujours plus dur d'être le partenaire que celui qui travaille sa technique. Donc, par exemple, l'autre, il travaille une technique, il faut être un bon partenaire. Au judo, on Mmh. dit ça. Ça veut dire qu'il faut se tenir droit, mais pas trop fort parce que sinon, l'autre, il n'arrive pas à placer son truc pendant l'entraînement, mais pas trop mou, sinon, c'est pas réaliste, etc. Et ça, en fait, ça fait partie de cette philosophie. Et je pense que ce qui m'a aidé en tant qu'entrepreneur, alors évidemment, il y a tous les trucs, amitié, courage et tout, tous ces trucs-là, sincérité, c'est vraiment des valeurs qui, Qui sont quand on était fortes. petit, on avait Ouais. des autocollants, on avait, non, des aimants et on collectionnait les valeurs. T'imagines, tu fais ça à D'accord, 8 ans, ouais, j'ai le courage et tout, on collait ça sur notre frigo. génial. Ah ouais, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je pense que le judo pour les gamins, même s'ils continuent pas plus tard, c'est une super école de la vie. Mais il y a un autre truc, c'est aussi meilleure utilisation de l'énergie. Et ça, au judo, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'un mec qui a une force gigantesque, tu laisses le truc, l'image classique du taureau, tu vois, qui vient vers toi, bah, tu mets ton pied en croche-patte et il tombe, quoi. Ouais. T'essaies pas de contrer avec la force brute. Et ça, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me sert, qui est ancré en moi. Et tu vois, avant ce podcast, je ne l'avais pas exprimé comme ça, tu vois. Mais je pense que meilleure utilisation de l'énergie, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est l'optimisation de l'énergie et de mettre ce qu'il faut pour avoir un maximum de résultats. C'est extrêmement important pour moi Et aujourd'hui. du coup, tu parlais d'entraide et prospérité dans le judo. Aujourd'hui, quand on parle du terme entrepreneur, l'idée qui vient en tête, c'est souvent l'entrepreneur individuel. Est-ce que tu crois que c'est quand même possible, cette entraide et prospérité dans ce monde qui est de plus en plus compétitif de l'entrepreneuriat? Et est-ce qu'on peut quand même faire des choses qui ramènent ces valeurs du judo, l'entraide et la prospérité? Bah, je pense que nous deux, on a un bon exemple déjà. C'est vrai. On s'entraide, on se donne des tips. On est tous les deux conférenciers. On pourrait dire que sur le papier, on est concurrents ou je sais rien. Mais en fait, moi, ce que j'ai appris, et c'est marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé la magie, j'étais pas trop dans cet état d'esprit-là. Je pense que quand on commence quelque chose en tant qu'entrepreneur, on a un peu cette peur de l'autre qui reflète un manque de confiance en soi. Mhm. On se dit: «Ah, mon concurrent, machin», mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas confiance en son propre capacité, en son propre succès et donc on voit la compétition comme un miroir un petit peu de notre peur et au moment où je me suis ouvert à d'autres magiciens, au moment où j'ai commencé à appeler d'autres magiciens, à leur dire: «Ah voilà, moi aussi je suis magicien, on pourrait se rencontrer pour faire des tours». Non seulement c'était beaucoup plus fun heu, parce que tu vois d'autres gens qui font la même chose que Tu, toi tu et puis partages ta passion, quoi. voilà. En plus, on s'apprenait des trucs, des tours de magie, on se partageait des tours. Mais en plus, mon business a complètement, j'ai eu beaucoup plus de demandes puisqu'on se refilait en fait des demandes les uns les autres sur des dates où on n'était pas dispo, sur des trucs où ils cherchaient un magicien qui faisait ça, mais moi en fait, je fais pas trop de scènes. Ah mais moi je parle pas anglais. Alors, on se refilait des trucs et dans les 2 sens avec, d'autres magiciens. Alors évidemment, entraide et prospérité mutuelle, tu peux pas compter, hein. Tu peux pas dire: «Ah bah, lui, il est 2, moi c'est un et cetera». Heu, faut soit tu fais ça très méthodiquement en mode business, quand je te donne un truc, je prends une commission de tant de pourcents, tant que tu me donnes un truc, je prends une commission de tant de pourcents. Soit tu comptes pas et tu te dis: «On est une grande famille», C'est mais ça, ouais. c'est dur de faire un entre 2. Mais moi, je pense que c'est carrément possible et moi, j'ai toujours privilégié ça, cette ouverture. Je sais qu'il y en a qui sont très protecteurs et ça se défend en business. Il y a des Mhm. situations où ça se défend. Donc moi, je leur en veux pas, ces gens-là. Mais je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que du coup, tu es dans ton coin. Moi, je sais que je gagnerais à être d'autant plus ouvert. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon propre podcast, dans lequel tu étais d'ailleurs, Mhm. qui était très intéressant, euh, pour m'ouvrir davantage aux autres. Parce que j'adore cette ouverture, mais on a tendance en tant qu'entrepreneur à rester dans son coin, on fait son truc, on est devant son ordi, on s'en rend pas compte. Ah, je ne veux pas perdre du temps à envoyer des messages, à prendre des cafés avec d'autres gens. Mais en fait, c'est super important. Mhm.
C'est vrai, tu as raison et on le voit tous les jours. On a, nous, cet échange entre nous. La preuve, puisque j'ai participé à ton podcast, tu participes au mien. Mais on apprend à chaque fois parce que ce que tu me dis depuis le début de cette émission, de cet épisode, ben, on n'en avait encore jamais parlé, donc ça Ouais. m'intéresse. On a parlé du judo, donc le sport. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, alors je ne sais pas si ça va être dans le judo, qui t'a inspiré ou que tu as admiré et dans lequel des fois, tu as essayé de prendre des choses? Ouais, carrément. Alors il y a 2 sports. Parce que en fait, j'ai dans le judo, j'ai un peu quitté le judo, au moment où j'ai arrêté d'en faire, avec un but de compétition dans la tête. Mhm, Et je me suis mis en parallèle au sambo. Alors mhm, pour ceux qui connaissent pas le sambo, c'est un sport de combat russe qui a 2 grandes facettes. Il y en a un, c'est le sambo sportif qui ressemble beaucoup au judo avec des règles un peu différentes, mais même principe, tu as une veste, le but c'est de jeter l'autre sur le dos, tu gagnes des points, comme ça et pas de coups. Et des combats au sol, mais donc au sambo, tu as plus de clés, possibles. Et l'autre facette du sambo, c'est le sambo combat, qui ressemble mhm. beaucoup à l'UFC. Et D'accord. dans ma vie, en fait, j'avais fait beaucoup de enfin, j'avais fait pas mal de pieds-points, j'avais fait du taekwondo, du kung-fu, un peu de boxe et cetera. Et donc j'ai adoré le sambo, parce que ça permettait justement d'allier, en fait, plein de trucs que j'avais appris, le combat au sol, les pieds-points, le alors mon s ma là où je suis le plus efficace, c'est toujours en sportif évidemment, parce que ça se rapproche beaucoup du judo. Mais le sambo, ça m'a aussi, fait comprendre, pas mal de choses sur les sports de combat et j'apprécie mieux l'UFC tel qu'il est aujourd'hui. Donc le MMA, pour, ceux qui comprennent qui savent pas ce que c'est le Mixed Martial Arts. Donc c'est, en gros, c'est, de L'octogone. l'ec voilà, l'octogone. De l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment tout est permis, mais aujourd'hui alors au début, c'était un peu ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment un sport, avec des règles, pour pas que les gens se blessent trop. Il y a quand même ça fait mal quand même, Oui. mais pour pas qu'ils se blessent trop, mais c'est ultra technique. Et donc, pour revenir à ta question, si j'avais dû répondre à ta question, pareil, un petit peu dans le passé où j'étais à fond dans le judo, j'aurais dit Nomura, Oui. qui était, triple champion olympique de judo, en moins de 60 et c'était vraiment, le modèle de beaucoup de gens, en fait, parce que c'était le mec, hyper humble, qui arrivait aux compétitions, qui sortait des trucs techniques incroyables. Le gars savait tout faire en judo, il connaissait énormément de techniques, il gagnait tout, c'était un modèle, super, Ouais. et donc j'ai rencontré ce mec-là Ah, super. en stage au Japon. Bon, j'ai pas combattu contre lui, hein, parce que Mais c'était même pas deux question de secondes. non, 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 c'est clair. Voilà. Mais il était super impressionnant, il avait une aura, quand il venait à l'entraînement, c'était incroyable, hem mais tu vois, aujourd'hui, je t'ai raconté tout ça là, sur mon parcours parce que, il y a des mecs que j'aime bien à l'UFC. Alors l'UFC, c'est la ligue du MMA, donc c'est un peu, c'est une des marques, qui permet aux combattants de MMA de se castagner. Et il y en a un qui est super connu en ce moment, c'est McGregor, enfin Ouais, en ce moment, maintenant, Conor McGregor. Conor McGregor. Moi, j'adore ce mec-là pour des raisons qui sont complètement différentes de Nomura. Tu vois, parce que Nomura, je te disais, quelqu'un de humble, Mhm. qui arrivait et qui faisait le truc et tout. McGregor, il est On peut pas humble. dire ça de McGregor, hein. Et ben, figure-toi Ah, que quand tu regardes des interviews de lui, parce que j'ai quand même pas mal geeké sur ce mec-là, j'ai regardé beaucoup d'interviews, j'ai regardé beaucoup de trucs qu'il faisait, et il est vachement humble en ah fait. bon? Mais en fait, c'est ça que j'adore dans ce personnage, c'est qu'il a une personnalité multifacette. Il a ce côté business et tout ce qu'il fait, vraiment quand il s'habille en costard, qui fait la grande gueule et qui clash les autres, c'est vraiment pour faire le show. C'est vraiment pour le business. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce qu'il a une personnalité vraiment marrante et flamboyante, on peut dire. Mais quand tu l'écoutes, il a un côté aussi humble. Alors, il n'est pas parfait. Mais moi, ce que j'admire chez lui, c'est l'audace. Moi, c'est l'audace que j'admire chez lui. Ce mec-là, voilà, il a une audace, incroyable. Et je pense que chez beaucoup de sportifs et beaucoup d'entrepreneurs, j'admire cette audace et j'essaye de m'en inspirer un maximum. Alors, je ne sais pas que je suis spécialement peureux dans ma vie,
Mais je me dis toujours: «Ah, je pourrais être plus audacieux. Ah, pourquoi je fais pas ça?» Et je sais qu'on a tous des blocs psychologiques, des blocages psychologiques et j'essaie de surmonter ces peurs en m'inspirant de ces gars-là, quoi. Bah, déjà, je pense que, à la base, quand on devient entrepreneur, il faut un petit peu d'audace, hein, parce que c'est se lancer, un peu dans l'inconnu. C'est certes, on a tous la bonne idée qui va fonctionner, hein. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se dit: «Bah, c'est forcé, ça va marcher. Je connais le marché, je connais, de quoi je parle et les gens vont adorer». Donc il faut quand même cette part d'audace et je pense que tu as raison, la routine, la zone de confort dans laquelle on est, eh ben, il faut essayer quand même chaque jour d'en sortir juste un pied. Alors, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés pour se mettre en danger. Alors, quand je parle en danger, il y a le danger physique quand tu fais du sport, il y a aussi le danger, ça peut être financier. Ça, voilà, le all-in est tout risqué sur un jeu de dés, Ouais. c'est pas non plus mon truc, mais il faut garder, je pense, cette part d'audace. Et est-ce que tu crois que la créativité qui est maintenant un de tes piliers de ton action d'entrepreneur peut permettre justement, en développant sa créativité, de développer l'audace ou d'en garder un bout? Alors moi, il y a un truc que j'ai un peu synthétisé. Encore une fois, j'ai rien créé, mais que je mets en avant. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux créatif. Et donc, pour répondre à ta question, c'est oui et non. C'est que au début, il faut quand même se lancer à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment ce que j'essaie de dire aux gens. Faites les premiers pas, faites des petites actions au début. Et ces petites actions, elles vont euh, déclencher engendrer, des conséquences qui sont, parfois, en fait, beaucoup plus, grandes que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc rien que le fait déjà de noter une idée, même si elle est nulle, de noter ses idées, moi c'est ce que je dis aux gens, s'il y a un truc que tu peux faire, déjà note tes idées déjà Mmh. quand on a parce qu'on a tous des idées, au volant, aux toilettes, sous la douche, machin, on connaît les trucs classiques. Hem, Ça te permet en fait de te rendre compte déjà que tu es créatif. Et ça te donne un peu plus confiance en toi et ça te pousse à nouveau à être un peu plus audacieux, à aller un peu plus loin la prochaine fois. Ah bah, peut-être je vais noter cette idée et puis je vais essayer de la faire et cetera et petit à petit, hem, tu t'ouvres ton esprit, tu regardes plus autour de toi, du coup, tu as plus d'idées font que tu continues à les noter, tu regardes tes carnets, tu as plein d'idées et cetera. Ça crée une sorte de cercle vertueux, en fait, où plus tu te lances, plus tu te rends compte en fait que tu es déjà créatif et que te faire confiance, c'est déjà une grosse partie du travail. C'est pas tout le travail, mais c'est une Mmh. partie. Mais au début, tu es obligé de te lancer et c'est pour ça que quand je parle d'audace et quand je m'inspire de sportifs et de mecs comme McGregor d'ailleurs, il y a un super reportage, qui était sur YouTube avant, maintenant que Netflix a acheté, sur McGregor. Je le conseille vraiment aux gens parce qu'on voit sa préparation mentale aussi. Mais il faut cette petite folie au début. Moi, c'est Mmh. ça que j'aime, ce petit côté un peu crazy, bah, comme tu sais dans mon concept là de créativité, hem, parce que c'est vraiment c'est pas sur le fait de prendre des risques financiers, c'est pas sur le fait de se dire: «Allez, all in», c'est pas ça, c'est sur le fait de se dire: «J'ai peur, mais je vais le faire quand même» Mmh. et en fait ça demande quand même d'avoir une conscience de soi, de se rendre compte et d'admettre qu'on a ces peurs, mais de se dire: «Je le fais quand même» et donc pour lier tout ça, aux valeurs du judo, moi je me souviens qu'il y avait un truc, sur, le le courage et au judo, il y avait une petite phrase en dessous valeurs qui expliquait ce que c'était et en dessous courage, il y avait marqué: «Faire ce qui est juste» et quand tu es gamin, tu comprends pas trop et je m'en souviens, j'avais demandé et tout, j'avais beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est faire ce que tu devrais faire, même si ça fait peur. Mmh. Et moi, c'est ça que j'admire chez certains sportifs, c'est ce côté où ils font des trucs incroyables et tu te dis: «Mais waouh, quoi, comment tu arrives à avoir ce petit truc-là, cette petite étincelle et à surmonter ce blocage psychologique?» Alors, ils y arrivent aussi, les sportifs, parce que même s'ils font un sport individuel, ils ont une équipe autour d'eux, tout comme un Ouais. entrepreneur, même s'il est individuel, il va avoir une équipe, hein. Son équipe, ça peut être ses clients, ça peut être ses partenaires. On parlait d'entraide tout à l'heure. Toi, aujourd'hui, si tu
as peut-être de mémoire, je pense que même si tu restes un entrepreneur globalement individuel, tu as recruté des alternants pour t'aider, pour déléguer certaines tâches que d'autres font mieux ou que tu n'as plus le temps de faire pour te concentrer sur ce que tu aimes. Est-ce que si tu regardes dans ta culture sportive, tu as un modèle en tant qu'entraîneur qui pourrait être quelqu'un qui manage vraiment bien et dont tu pourrais t'inspirer dans le management que tu vas avoir de ton équipe en interne ou à l'externe? Alors c'est marrant, il y a pas mal de trucs à dire dessus. Heu, en fait, moi, je suis en pleine transition, dans mon entrepreneuriat et c'est vrai que pendant des années, j'étais, solopreneur, comme on dit, hem, parce que, la magie, c'est moi, c'est mon truc, c'est mon image, ce que je vends, c'est pas une marque, c'est mon nom, en plus, c'est ma personnalité. Donc c'est vraiment très lié à moi et en fait, j'ai lancé une startup il y a 1 an et Mmh. c'est à ce moment-là qu'on a commencé à recruter, notre équipe et au début, je pensais effectivement, j'engage des personnes pour faire un peu, entre guillemets, comme tu disais, «m'aider» et il y avait ce mot «déléguer», tu vois? Et en Mmh. fait, j'aime pas trop ce mot «déléguer» et je m'en suis écarté parce D'accord. que je me suis rendu compte que c'est pas moi et je délègue les trucs un peu chiants, et je délègue les trucs que je sais pas faire, mais vraiment c'est un travail d'équipe. Alors c'est un peu cheesy, hein, ce que je vais dire, hein, et assez évident, mais pour moi, c'était pas si évident de ça de comprendre, cette dynamique, que c'était vraiment un truc d'équipe et que on le faisait ensemble et avant, j'arrivais pas à comprendre, avant que j'ai cette équipe et que je le vive moi-même, j'arrivais pas trop à comprendre quand les gens ils me disaient, «Tu sais, cette personne, elle en est arrivée là, mais c'est un travail d'équipe». Je me disais: «Ouais, ouais, c'est bon, il a un entraîneur, et OK, il a des gens qui font des trucs pour lui, il a des gens qui le mettent en avant». Je me rendais pas compte à quel point c'était un travail d'équipe et maintenant je comprends mieux, maintenant que je suis dedans, seulement maintenant, je comprends mieux que c'est vraiment un travail d'équipe. Quand il y a un mec qui met, au MMA, qui met un coup de poing et les entraîneurs et même le combattant, après qui est en interview et qui dit: «Ah ce coup de poing on l'a travaillé, ah ouais on l'a Mmh. travaillé» et cetera. Je me disais: «Ouais bon, c'est quand même toi qui le mets et l'autre il te l'a peut-être montré» mais et en fait non, c'est vraiment un truc où sans les autres et sans les bonnes personnes, il n'aurait pas du tout pu le faire, en fait. Il n'aurait pas Tout à du fait, ouais. tout pu, et j'ai lu récemment en plus dans un livre, je sais plus quel bouquin c'était d'ailleurs, mais d pareil avec Tiger Woods, avec son swing, et avec, des éléments de sa concentration, il mettait ça en avant et Tiger Woods disait: «Bah, ouais, on l'a créé, on l'a façonné». Donc pour répondre à ta question, j'ai jamais eu dans le passé vraiment regardé les coachs parce que le judo c'est, heu, un sport individuel à la base. J'ai Mmh. jamais pensé, tu vois, l'entraîneur fait partie intégrante du combattant et de son, hem et de son évolution ou en tout cas en tant qu'équipe comme ça. Mais récemment, j'ai regardé des documentaires sur des coachs de basket. Alors, le basket, j'y connais vraiment pas grand-chose. J'aime bien regarder de temps en temps, mais voilà, je suis pas un grand fan. Hem et j'ai trouvé ça super inspirant en tant que manager de mon équipe, de m'inspirer de ces gars-là. Alors il Mmh. y a The Last Dance avec, le Oui, reportage sur, Michael Jordan évidemment, excellent. qui est dingue et moi, son entraîneur, il m'a vachement inspiré parce que ce qu'il raconte, c'est vraiment une approche du management qui est stratégique, quoi. C'est pas, on va juste, «Allez les gars, on y va, on les rebooste, la carotte et le bâton, si tu y arrives, tu vas gagner la médaille, sinon, tu es viré». Les entraîneurs, ils les encouragent vraiment à faire des choses, à sortir de ce qu'ils connaissent et par exemple, il les a sensibilisés à faire de la méditation. Ce qui a rien à voir avec le basket, tu pourrais te dire. Alors oui, la préparation mentale, mais les Mmh. les joueurs se disaient, ils se regardaient, «Qu'est-ce qu'on fait là?» et cetera et je me souviens que dans le reportage, c'est ce que disait Michael Jordan. Au début, il y avait plein de trucs un petit peu, heu, qui étaient pas très orthodoxes, qui étaient pas forcément les choses que tu attends, d'un coach de basket, qui leur faisait faire et les gars se regardaient et puis après ils disaient: «Bon, bah, on va jouer le jeu, quoi». Et en fait, ils en ressortaient grandis, ils avaient appris des choses qu'ils auraient pas cru apprendre
Et moi, j'adore cette approche-là. Et récemment, j'ai vu un autre truc sur encore un coach de basket et il racontait une histoire qui était vraiment aussi inspirante. Il disait que il voulait gagner le championnat et dans le gymnase, il y avait toutes sortes de bannières. Tu sais, ils ont gagné tel championnat Mmh. Ils font ça de beaucoup telle les année. Américains, oui. Voilà. Oui, bah, à la NBA. Et cette équipe-là n'avait pas gagné le championnat. Donc quand elle s'entraînait dans le gymnase, elle voyait les bannières des autres équipes dans le passé qui avaient gagné, le championnat et donc elles avaient la pression, mais elles avaient pas forcément un but à atteindre et en fait, le mec a vu que dans toutes ces bannières, il y avait un trou quelque part, il y avait un espace Mmh. et il a rien dit. Il a juste mis une lumière dans cet espace. Il a mis un spot qui illumine ce vide et ça, je me suis dit: «Oh, c'est malin!» parce que c'est vraiment du coaching et du alors je sais pas si on peut appeler ça du management, mais en tout cas, c'est vraiment un truc de leader. C'est du leadership stratégique et C'est ça, oui. j'adore ça. Je trouve ça gé il a rien dit et puis après, au fur et à mesure des entraînements, il y a un mec qui a dit: «Mais coach, il y a une lumière là-bas et tout» et ensuite il a pu l'aborder. Il a dit: «Voilà, ça, c'est votre but» et c'est très précis. C'est un but qu'on peut atteindre. C'est visuel, tu le vois tous les jours. Et ensuite, il a pu construire dessus évidemment d'autres éléments. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, les coachs, tu vois, je me souviens même pas trop du nom du coach de l'équipe de Michael Jordan, mais lui, il y avait un autre coach qui est dans un autre documentaire que j'ai vu récemment. J'adore ça parce qu'au basket, tu sens qu'ils se prennent vraiment la tête dessus. Les enjeux sont très élevés. Et moi, je trouve ça vachement inspirant pour mon équipe. J'essaie de leur faire des trucs, de les aider et de pas seulement déléguer. Maintenant, ce mot, je l'ai mis de côté, quoi. C'est D'accord. pas déléguer. Je ne vais pas déléguer des trucs. Alors oui, tu délègues, ça fait partie de. C'est-à-dire que de temps en temps, je dois faire des choses et je me dis, bah, attends, ils vont le faire. Mais je me dis pas, ils vont le faire à ma place. Je me dis, ils vont le faire mieux que moi. Et j'attends à ce qu'ils m'impressionnent. J'attends à ce qu'ils m'apportent, ils m'apprennent des choses. Et donc, en fait, c'est dans les 2 sens. C'est pas moi qui c'est pas descendant, quoi. D'accord. J'attends que ça revienne vers moi en mieux. C'est grandir ensemble, en fait. C'est Ouais, on co-construit, la montée en puissance de notre équipe, en fait. exactement, mais ça, tu vois, ces mots-là, je les ai entendus toute ma vie et ça m'inspirait rien du tout. On grandit ensemble, oui, oui, OK, on grandit ensemble, j'ai compris, tu vois, entraide et prospérité mutuelle, OK, Ouais. j'ai capté. Mais c'est parce que je travaillais pas en équipe. J'ai dû mettre les pieds dedans et moi, je prends ce rôle très à cœur et c'est au moment où je commence à me renseigner, à lire des bouquins dessus, à voilà, ouvrir mon esprit à ça, que j'ai pu mettre du sens derrière ces mots-là. Super. Dernière question, est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies comme étant une qualité des champions, des sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Ouh là, c'est un peu difficile ça. Bah, comme ça, je dirais, on en a parlé tout à l'heure, de l'audace Mmh. et de temps en temps de se lancer dans un truc où tu te dis: «Mais waouh, il est dingue de faire ça, quoi». Hem, peut-être que, alors je dirais pas que je l'ai pas du tout, mais je sais que de temps en temps, je suis un peu trop, cérébral dans mon approche. Alors ça va être lié à l'audace, mais plus spécifiquement, hem je pense qu'il y a une qualité des sportifs, et j'avais lu des bouquins dessus d'ailleurs, c'est de pouvoir débrancher un peu son côté rationnel et son côté, cérébral dans certains moments pour se lancer et pour avancer sans forcément être bloqué par cette, paralysie, par l'analyse comme on dit en anglais, la analysis paralysis. Hem et ça, il y a des sportifs qui le font très bien en compétition. Je pense que tous les grands sportifs arrivent à débrancher une partie de ce cerveau et ils font confiance au travail qu'ils ont fait avant. Je pense que tu le diras avec des meilleurs mots, que moi, c'est toi l'expert. Mais, ouais, moi je pense que de temps en temps, je réfléchis trop, je me pose trop de questions et du coup, ça peut un peu me bloquer. Et j'aimerais bien, mais c'est pour ça que j'admire toujours ce même genre de personne. Tu as l'impression que le jour J, le gars, il s'est dit: «Bon, je me suis préparé, maintenant c'est bon, je débranche, clac et maintenant je suis sur mon je fais confiance à ma préparation, à notre préparation», parce qu'on parlait d'équipe, tout ce qu'on a, travaillé ensemble, maintenant il y a plus qu'à. Et ouais, ça, j'admire ça et rester évidemment dans le moment présent avec,
de pouvoir réagir et de réfléchir stratégiquement dans le moment présent, mais sans se laisser envahir par la petite voix qui vient douter, qui vient. Alors moi, c'est pas vraiment le doute, mais c'est reposer des questions. Elle vient me faire douter en me posant des questions. C'est l'intellect qui est trop. On ne veut pas dire que je suis trop intelligent, mais c'est l'intellect qui est trop présent, il y a toujours cette petite voix qui va, voilà, de remettre en question, mais tu as pensé à ça, et cetera. Donc moi, j'admire quand il y a des gens qui sont là à 200 dans leur truc et qui font pas juste un pas. Ah, on se pose une question, peut-être qu'il faut revenir en arrière. OK, on fait un demi-pas. Non, ils courent, quoi. Ils vont à 200 et ouais, ça, j'admire ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ce que je dis dans mes coachings ou mes formations, voire mes conférences. Pour moi, le jour J, le jour de l'action, pour un sportif, il n'a qu'à reproduire ce qu'il a fait à l'entraînement de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire que pour lui, le plan, il doit être dans sa tête clair comme du cristal. Et quand je parle du bobsleigh, par exemple, on a une vingtaine de virages à enchaîner. On doit savoir exactement ce qu'on a envie de faire dans ces 20 virages, quelles actions on doit faire sur nos manettes pour diriger notre bob, notre engin. Et ce n'est pas en sortant du virage 5 qu'on se demande qu'est-ce que je dois faire au virage 6. C'est-à-dire que le plan se déroule et quand on n'a aucun doute sur ce qu'on doit faire, alors ça ne veut pas dire que le plan il est parfait et qu'on va gagner à chaque fois, mais nous, dans notre tête, on ne doit avoir aucun doute sur les actions qu'on doit mener. Eh bien, le jour où il y a un petit écart, parce qu'il y a toujours un petit écart entre ce qu'on a envie et ce qu'on fait, eh bien, on a des ressources qui sont disponibles pour corriger cet écart et faire qu'il ne devienne pas irrémédiable, parce que justement, on sait ce qu'on doit faire après. Et je pense que c'est exactement pareil quand on fait une négociation commerciale, quand on fait une conférence. On a toujours un petit moment dans une conférence, tu pourras peut-être me confirmer, où il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu, une Sans réaction blague. du, une réaction du Ouais. public ou peut-être un souci technique. Et à ce moment-là, si on sait exactement et qu'on n'est pas dans l'improvisation, mais dans la répétition et qu'on sait exactement ce qu'on doit faire après, eh bien, on est capable de réagir et nos ressources sont disponibles et on peut reprendre le fil. Et c'est ce que tu disais, savoir débrancher le cerveau. Eh bien, c'est quand tu es aux Jeux Olympiques, ne pas te dire au départ de ta piste de bob, oh là là, il y a plein de gens qui me regardent, j'ai pas l'habitude. Et puis, il y a ma famille qui me regarde à la télé. Puis, il y a du vent, et puis, il y a de la neige. Et puis, mes patins, est-ce qu'ils sont bien choisis pour ce type de glace? Et en fait, ben voilà, tu t'es préparé, tu as fait des choix, tu les assumes. Et le jour J, ben, tu déroules ton action du mieux possible. Tu peux te planter, mais il ne faut pas que pendant l'action, tu aies des doutes. Et je pense que c'est ce qui rejoint ce que tu me disais dans le fait de débrancher le cerveau, en fait. Ouais, et à la fois, je suis d'accord, et à la fois, il y a un truc qui est différent dans l'entrepreneuriat, et j'ai beaucoup réfléchi parce que, comme tu sais, quand on donne des formations, notre métier, c'est d'extirper des choses de notre expérience pour pouvoir les adapter à, au monde d'où vient notre audience. Et dans le sport, il y a ce côté jour J. Et c'est ça qui est difficile à mettre en pratique dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, oui, si tu as une négociation commerciale, oui, si tu as une présentation, si tu as un pitch, c'est totalement transférable. Et ça, d'ailleurs, dans le théâtre, je fais une petite digression, en tant qu'acteur, c'était quelque chose qui se rapprochait énormément du sport. Parce que il te disait, en fait, il y a énormément de préparation quand tu veux être un vrai acteur. C'est pas, t'improvises pas à la one again. C'est vraiment t'as beaucoup heu, de préparation sur le script, sur des choix, et ensuite, quand tu es sur le moment présent, certes, il y a des petits trucs qui varient, mais voilà, tu assumes tes choix à 100. Donc il y a vraiment de ça. Et moi, mes meilleurs profs, ils me disaient: «Tu débranches, quoi. Tu fais confiance à ta préparation Mm. et c'est parti. Ton texte, tu le connais, il est dans tes gènes, il est dans ton sang, tu vois? Il est Tellement en tu l'as toi. répété». Mm. Voilà. Et maintenant, tu es plus que dans la réaction, et tu déroules, ce que tu as préparé. Donc ça, Fais-toi c'est confiance. valable. Pardon? Fais-toi confiance. Exactement. Donc ça, c'est totalement valable et transférable, comme tu le disais, sur une négociation commerciale ou un pitch. Moi, je pense que ce qui est difficile, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu as très peu. Alors, ça dépend complètement de quel entrepreneur tu es. Si tu en mode un peu commercial et que tu dois faire beaucoup de prospection, évidemment, tu as énormément de moments précis, de pitch, etc. Et tu vas en avoir quoi qu'il arrive. Mais en fait, dans le quotidien, c'est à la fois statique et à la fois dynamique. Et ça se rapproche énormément des échecs. Alors moi, je suis un fan d'échecs, donc évidemment, j'aime bien voir la vie aussi comme ça. Hem,
Et les échecs, c'est à la fois statique et à la fois très dynamique. C'est-à-dire que tu vois un échiquier, ça bouge pas. Mmh. Tu vois le truc, à moins que tu fasses une partie ultra rapide, voilà. Mais en réalité, ça bouge pas. Tu as un plan, mais tu peux pas juste dérouler ton plan parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que ton plan, il doit rester flexible pour que tu puisses être agile et le remettre en cause, en fait, te réadapter. Et je pense que les échecs, c'est beaucoup moins, on peut beaucoup moins en tirer des leçons sur, un pitch ou sur, une négociation commerciale parce que tu es pas vraiment, dans l'action et tu déroules comme tu l'expliquais tout à l'heure avec le bobsleigh. Par contre, dans le quotidien et dans une carrière d'entrepreneur et dans les choix qu'on doit faire et dans la réflexion, ça s'en rapproche énormément. Parce que tu as un plan, tu dis: «Ouais, je vais bouger mon cavalier là, sûrement qu'il va prendre, on va échanger». Évidemment, le mec fait jamais ça et du coup, tu dis: OK, alors mon plan, c'était ça, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais pas faire?» Et tu es obligé de super bien regarder et d'être hyper focus sur ces trucs-là parce que, même si tu te dis et c'est souvent le piège, tu te dis: «Allez, je vais faire ça parce qu'il va prendre et je vais reprendre» et ben, en fait, le mec, quand il reprend pas, tu te dis: «Merde, dans ce cas-là, j'aurais dû être plus flexible parce Ouais. que j'ai joué un coup où je m'attendais à ce qu'il fasse ça». Et donc en fait, dans une carrière d'entrepreneur, je trouve que ça s'en rapproche beaucoup plus des échecs que d'un sport d'action comme le judo ou le MMA ou le bobsleigh parce qu'il y a cette, stratégie, heu, qui doit rester flexible et cette réadaptation, mentale et émotionnelle. Tu as la Mmh. pression, tu as pas envie de changer ton plan. Tu t'es dit: «Non, j'ai dit que je faisais ça et c'était ça mes objectifs», mais tu dois quand même le changer, sinon tu cours à ta perte. Donc voilà, il y a ce côté jour J, il y a ce côté, le quotidien qui est à la fois statique et à la fois, dynamique. Alors on a aussi un, même si nous, le jour J est vraiment, on a vraiment un jour J énorme, hein, dans le sport, surtout dans des sports peu médiatiques comme j'ai pu faire où, ben, voilà, si tu rates les jeux olympiques, c'est une vitrine énorme pour nous, il faut pas le rater. Ça nous permet de continuer à être professionnel dans ce sport quand on réussit les jeux. Mais on a aussi quand même, peut-être pas aussi marqué que ce que tu viens de le dire, mais quand même cette capacité et cette agilité parce que, les adversaires, inventent des choses, font, Mmh. de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux. Je sais que nous, ben, le bobsleigh, c'est un sport mécanique, hein, c'est le seul sport mécanique des sports d'hiver. Mais il y a toujours des nouveautés qui sortent et tu peux avoir ton plan de 10 ans, j'ai le meilleur bob du monde et 2 mois après, ben, tu prends une seconde par manche et tu es Ouais. obligé de changer. Donc, mais je rejoins ce que tu dis et c'est vrai que nous, on a vraiment ce jour J très marqué de championnat du monde, de championnat d'Europe, de Jeux olympiques qui font un focus énorme et ça, les entrepreneurs l'ont pas forcément. Peut-être quand ils organisent, par exemple, un gros événement, si toi, tu organises chaque année un gros événement où là, tu as un focus énorme sur ce que tu fais, Ouais. tu investis beaucoup de temps et d'argent là-dedans et c'est important pour toi. Mais, mais pour la majorité des entrepreneurs, c'est un petit peu différent et c'est vrai que ton apport éclaire beaucoup sur comment on peut envisager son métier d'entrepreneur et je te remercie pour ça. Et tu sais, dans le MMA, c'est pareil. On parlait de McGregor, il a combattu, là, il y a pas longtemps, le 23 janvier, contre un mec qui, sur le papier, alors ça veut tout jamais rien dire, mais qui, sur le papier, est moins fort, dans le sens où il a déjà perdu contre McGregor. Mmh. Sauf que ce mec-là s'est accroché et donc c'est vraiment un beau combat. Alors de l'extérieur, ceux qui connaissent rien ou qui critiquent le MMA vont dire: «Ouais, c'est des bourrins, ils se mettent des droites et cetera». En fait, il y a toute une histoire et toute une stratégie en amont comme tu disais, et c'est vrai que c'est valable dans plein de sports parce que, pour moi, McGregor est plus technique, Mmh. que le mec en face, mais l'autre, il apprend constamment. Alors c'est vraiment ce mec-là, en plus, c'est très respectable dans ses interviews, ça se voit que c'est une belle personne en dehors, hem et il a constamment appris, il s'est amélioré et tous les pronostics, les spécialistes, ils savaient pas quoi dire. Parce qu'ils disaient: «Oui, il a déjà perdu contre McGregor, Mais mais c'est plus le même qu'avant maintenant». c'est Le ça. mec, il continue à apprendre, il continue à faire sa stratégie et il a gagné grâce à sa stratégie. Il a gagné contre McGregor parce qu'au début, il s'en prenait plein la tête, mais la stratégie, c'était: tu tiens le premier round parce que McGregor, il est explosif au premier round et il peut te mettre KO rapidement. Après, il va commencer à se fatiguer, toi, tu mets tu déroules ta stratégie et sa stratégie, c'est qu'il tapait toujours la jambe avant et le mec, il a sorti un coup de pied de derrière les fagots. En fait, il lui tape au niveau du mollet, là, vers le mollet tibia. Il tape, Ouais. à cet endroit-là et ça fait qu'en fait, ça te paralyse le mollet une fois que tu t'es pris, 5-10 coups dans la jambe. Donc lui, il s'en est pris plein la tête
mais il tapait McGregor à cet endroit-là précisément pendant tout le premier round. Et D'accord. au deuxième round, ça a commencé à jouer. Donc l'autre, il commençait à être un peu instable, il esquivait moins, ça le gênait. Et c'est là que l'autre l'accueillit. Il a pu le mettre, il a gagné au point en fait après. Donc il y a effectivement cette stratégie, mais c'est de l'extérieur, je pense que ça soit le bobsleigh ou n'importe quel sport, on se rend pas compte de ces choses-là. On est obligé d'être dans le game C'est pour ça. s'en rendre Mmh. compte. Ouais. Mmh. Bah, écoute, merci pour cet échange, cet éclairage intéressant. Avant de conclure, tes projets immédiats, Boutsi, qu'est-ce que tu as en place? Qu'est-ce que tu mets? Je sais que tu as écrit plusieurs livres. Est-ce qu'il y en a un autre en préparation ou est-ce que quels sont tes projets là immédiats ou à plus long terme? Alors, là, je me réadapte. On parlait d'adaptation et d'agilité face à des circonstances extérieures. C'est ce que je fais avec la conférence, parce que la situation actuelle ne nous permet pas d'être dans des salles avec 1 000 personnes. Donc, la seule salle où je peux être, c'est mon salon. Donc, on en parlait tout Mmh. à l'heure. Je m'adapte au virtuel. Je teste du matériel pour faire mes conférences en fait de manière différente, Mmh. avec un fond vert, que ça soit bien présenté, de rendre cette expérience vraiment, heu vraiment sympathique, vraiment mémorable et pas que ça soit: «Ah, hein, on est obligé de le faire en virtuel et ça va être réunion un peu chiante». Donc voilà, j'essaie de rendre ça, de faire cette transition, on va dire, digitale dans la conférence. Le livre, effectivement, j'ai un livre, donc pour ceux qui sont intéressés, d'améliorer leur créativité, le livre s'appelle «La magie de la créativité», voilà, il est disponible sur Amazon, donc Je c'est mettrai un le livre qui lien coûte, dans le podcast dans la voilà, description du parfait. podcast. Parfait, il est en anglais aussi. En anglais, il existe aussi sur Kindle. En français, c'est un livre que j'ai écrit de manière, c'est un livre qui est très simple à lire, qui est pas tortueux. Je l'ai écrit de sorte à ce qu'on puisse l'ouvrir à n'importe quel endroit et qu'on tombe toujours sur un nouvel outil ou un outil en tout cas inspirant. Donc on peut le lire de bout en bout ou juste l'ouvrir comme ça et il est pas très long et c'est voilà, c'est vraiment un livre qui se veut pratique et figure-toi qu'il n'y a pas un nouveau livre que je vais ressortir, mais il y a des passages que je suis en train de réécrire et j'ai commencé ce matin. Ah, Parce que évidemment, bah, comme tout le monde, on évolue, nos pensées et notre raisonnement, changent un petit peu. Alors il y a rien de révolutionnaire. Si vous achetez le livre aujourd'hui au lieu de l'acheter dans 2 mois, vous verrez même pas la différence. Mais pour moi, voilà, c'est important. Il y a des choses que je veux dire avec un certain vocabulaire et quand j'ai relu des passages de mon livre, je me dis: c'est aujourd'hui, je le dirais pas de cette manière-là». Donc je suis en train de réajuster quelque chose et hem et j'ai lancé une start-up il y a 1 an. On l'a mis en pause parce que pour diverses raisons, on pense qu'on s'y était pas pris de la bonne façon et là je vais la relancer, différemment et je sais pas encore exactement comment ça va être, mais ça sera, sûrement lié à l'éducation, de près ou de loin. Donc voilà, j'en dis pas plus, on verra au moment où je me lancerai. Mais, en tout cas, je m'engage dans ce podcast, je relance une idée, c'est sûr. bon, bah, écoute, on suivra. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça, les personnes intéressées pourront te suivre. Ouais, Merci pour cet échange, Boutsi. merci à toi. Et puis, ben, à tous les auditeurs, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.